Des droits de douane de plus de 20% sur les exportations belges vers les États-Unis. Comment réagir? Faut-il faire le gros dos, attendre que ça passe, négocier avec Donald Trump au risque qu'il nous accuse de lécher son derrière? C'est ce qu'il a dit. Eh bien, on va débattre de tout cela avec 4 personnes. Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille Philippe de Cellier, bonjour. Vous êtes le directeur général de Léonidas, une entreprise qui exporte. Vous êtes aussi le président de la Fédération du chocolat belge. On verra si cela vous impacte. Une réponse politique à l'échelle belge ou européenne. Yvan Verhofstadt, bonjour. Vous êtes président à l'intérim des engagés, député européen. On verra avec vous ce qui est possible, ce qui est faisable. Bruno Rottenberg, bonjour. Vous êtes économiste, senior advisor chez EY. Vous intervenez quand vous le voulez pour nous rappeler la réalité de ces taxes américaine, mais qui impacte le monde entier. Elle n'est pas une supportrice de Donald Trump. Stéphanie Quintao, bonjour. Vous représentez même les adversaires du président américain, les démocrates abroad. Mais vous nous direz un petit peu comment cette politique et ces réactions européennes peuvent être perçues outre-Atlantique aux États-Unis. Philippe de Cellier, on a énormément parlé de ces 20% de taxes que les pays de l'Union européenne vont devoir payer, en tout cas les entreprises, dont la vôtre. C'est de nature à vous inquiéter? Vous pensez que ça va vous obliger à revoir vos stratégies? Vous avez pris quoi comme mesure? Vous allez prendre quoi comme mesure par rapport à ce marché? Est-ce qu'il est important pour vous? Alors pour Léonidas, ce n'est pas un énorme business. Les États-Unis représentent 1% de nos exportations, donc c'est très limité évidemment. Et je dirais qu'on n'est pas tellement inquiet parce que notre marque, Léonidas, mais aussi le chocolat belge en tant que tel, a une telle réputation que même s'il est prix du consommateur augmente un tout petit peu. 20%, c'est pas un peu. Mais... ça dépend si c'est le prix final ou si c'est le prix à l'origine. C'est déjà une différence, évidemment. Et donc, on verra comment comment ça va impacter le prix de vente consommateur. Mais la réputation du chocolat belge et de Léonidas en particulier sont tellement élevées que les Américains qui veulent acheter du chocolat de qualité, aujourd'hui, on pense qu'ils l'achèteront également demain. Et donc, vous maintenez votre stratégie, il n'y a pas lieu de l'adapter pour l'instant vers les États-Unis? On ne change pas notre stratégie aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est présent dans 40 pays dans le monde et que donc, il y a beaucoup de mouvements qui arrivent en fonction de ces différentes législations. On a eu le cas, un gros business pour nous, c'est la Roumanie. Ils ont changé leur niveau de TVA il y a 1 an et demi de 10% et on a dû adapter un tout petit peu avec nos importateurs, évidemment, pour trouver le bon prix de vente consommateur, mais on est assez habitué et assez flexible pour trouver les bonnes solutions. Bruno Wattenberg, ce que fait Léonidas et le secteur du chocolat, ça doit servir d'exemple aux autres. On peut se permettre de se dire, on verra bien, finalement, 20%, ça ne va pas être tellement problématique? Non, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. L'agroalimentaire dit premium, chocolat, bière belge, éventuellement des frites surgelées aussi, ça représente quand même 700 millions d'euros sur les États-Unis. Alors, soit on a un produit placé dans du haut de gamme et il y a une prime pour la différenciation et donc l'impact des taxes sera moins évident, ou bien on ne peut pas valoriser cette prime-là et alors on sera impacté et là ça forcera des entreprises à pouvoir diminuer la quantité qui sera vendue parce qu'il y aura un différentiel de prix et réorienter idéalement ces exportations. Et donc ça veut dire qu'il va quand même y avoir une forme de ressac pour le marché, on doit s'y préparer? Bien évidemment, il y en a des entreprises, la plupart des entreprises qui sont sur ces marchés, les États-Unis c'est 32 milliards d'euros d'exportation en provenance de Belgique, la plupart de ces entreprises vont avoir un impact sensible et vont devoir prendre des mesures. Il y aura temporairement plus que probablement une baisse du chiffre d'affaires avec un impact sur l'emploi plus que probablement. Alors Yvan Verhofstadt, le débat est posé là. Première question, est-ce qu'on doit avoir une réaction à l'échelle belge ou est-ce que ça n'a aucun sens et on doit, entre guillemets, laisser l'Europe gérer et avoir notre voix parmi tous les autres? Et puis quelle doit être cette réaction? Parce qu'on a dit ce serait peut-être en 2 temps, on va nous aussi augmenter certains tarifs, mais peut-être plus intelligemment que les Américains. Alors quoi, vers quoi on va là maintenant? D'abord, je pense que ça montre une fois de plus que quand il y a des vrais débats, c'est au niveau européen qu'il faut les gérer dans ce genre de situation. Et la réalité, c'est un peu un réveil. Ce qui se passe avec Trump aujourd'hui, c'est un réveil par rapport à une évolution globale où on est dans une compétition entre empires. On l'a vu avec la Russie, on le voit maintenant avec les États-Unis, on le voit avec la Chine. Cette compétition, on est peut-être, nous, Européens, on est restés trop longtemps dans une sorte de pays des bisounours où on pensait que la globalisation heureuse était quelque chose qui allait enrichir tout le monde, qui allait bien se passer. On a délégué notre défense à l'un, notre production à l'autre et notre énergie au troisième. Ce réveil-là, ça fait déjà quelques années qu'on l'anticipe, ça fait quelques années qu'on dit qu'il y a un vrai danger. Là maintenant, on ne peut pas nier la réalité. Il faut réagir. L'Europe doit devenir plus autonome
parce que si vous voulez négocier, la première chose à faire, c'est de ne pas dépendre de la personne avec qui vous êtes en train de négocier. Donc c'est une Europe plus autonome et peut-être construire une autre globalisation. Pas demain, calmement, réagir toujours calmement, ne pas faire paniquer face à des coups de bluff. C'est ça aussi le business, c'est d'apprendre à dire OK, on va essayer de gérer les choses intelligemment, mais ne pas céder. Mais de manière très concrète, on évoquait par exemple une taxe d'1 milliard à l'encontre du réseau X, proche par son président qui n'a rien à voir Trump. avec les tarifs. Ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose, une manière quand même de répliquer Donald Trump qui est dans le rapport de force. La procédure est en cours depuis longtemps et X comme les autres doivent respecter les règles et ils n'ont pas respecté les règles, le DMA, le DSA principalement, donc le Digital Service Act, et donc s'il y a une condamnation, c'est pas à moi de dire de combien elle doit être, mais X doit respecter les règles, c'est pas lié au tarif. Par contre, s'il n'a pas respecté les règles, que ce soit X ou autre chose, il faut qu'on puisse les appliquer. C'est la force de l'Union européenne. Attention que l'Union européenne, elle arrive à faire plier des Google, des Apple et des Facebook. Je pense que ça montre aussi. Eh bien, allons jusqu'au bout. Gardons la ligne. Mais pour l'instant, on discute principalement des produits, pas des services. Et ce que moi je crains, c'est la discussion qui risque de s'ouvrir sur notre GDPR qui protège les données privées, sur l'IA Act, sur les services donc, où là, la balance est déficitaire au détriment de l'Europe. Et à partir du moment où on pourrait dire, où les Américains pourraient dire, ben voilà, vous faites des barrières non tarifaires en imposant toute une série d'obligations aux entreprises américaines, ce débat-là va être très houleux. Je voudrais aussi donner un petit bémol par rapport à ce qu'Yvan disait sur une anticipation. Là, le ralentissement de l'économie mondiale et de la globalisation, il s'est opéré plus ou moins à mi-chemin dans le mandat déjà de Barack Obama. Et pourtant, on n'a pas anticipé, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait... On a continué à vivre, après 1989, la chute du mur de Berlin, en disant la globalisation va de pair avec la démocratisation des continents, et on n'a pas vraiment réagi. Donc l'Europe est coupable de n'avoir pas anticipé et réagi beaucoup plus tôt en nouant malgré les warnings que l'on avait. Malgré et si on écoute la campagne en Belgique, je pense globalement, les différents candidats lors de la dernière campagne électorale défendaient vraiment cette autonomie stratégique, parce qu'il en va de notre liberté et notre capacité. Mais par contre, c'est vrai que globalement, l'Europe, c'est une machine qui est trop lente face à des mouvements qui sont très rapides. Et donc là, c'est un danger réel. Très brièvement, Yvan Vroekstra, puis après on ira chez Stéphanie Quintao, mais est-ce qu'il faut à un moment donné que nous aussi, on réagisse comme l'ont fait les Chinois, en disant vous nous taxez, on vous taxe aussi, en sachant que ça... ou bien on doit faire autrement. Sur la question des droits de douane. Il y a plusieurs techniques. Je pense qu'il ne faut pas paniquer, ce n'est pas à la semaine que ça se joue. Donc laissez de l'espace à la négociation. Vous savez, quand il y a des terroristes ou des prises d'otages, on négocie, on essaie de gagner du temps, on essaie de faire prendre raison, parce que les États-Unis sont en train de perdre peut-être plus que nous. Et peut-être que si on est intelligent, ils vont s'en rendre compte, parce que la pression sur les fonds de pension et autres. Par contre, ce qu'on ne fait jamais avec les terroristes, c'est leur payer une rançon. Et nous ne payerons pas à Donald Trump quoi que ce soit qu'il nous demande. Nous ne céderons pas à ce fou furieux. Alors, Stéphanie Quintao, on voit des entreprises qui disent nous, on pense qu'on peut s'adapter, des économistes qui disent attention, ça va finir par coûter à tout le monde, un monde politique qui dit on doit prendre le temps. Est-ce que aux États-Unis, quelqu'un se soucie des pays d'origine des produits? Est-ce que cette voie-là existe dans les médias, dans la sphère politique, ou bien on voit beaucoup Donald Trump chez nous, on ne verrait en fait que lui outre-Atlantique? Donald Trump, il a fait sa campagne en promettant aux Américains qu'il va baisser et réduire le coût de la vie aux Américains, mais en 3 mois, le prix des œufs, du café, ils sont déjà en train d'augmenter, et c'est des produits qui, nous, aux États-Unis, on ne produit pas. Et du coup, et ça, c'est des produits des premières nécessités. Le résultat, c'est que ces taxes, et il faut dire les choses comme ils sont en vérité, c'est un Trump tax. Et ça va coûter les Américains environ $4 000 par an. Et c'est vraiment déstabilisant cette année. Mais est-ce que ce discours-là, il est présent dans les médias? On a l'impression, nous, d'ici d'Europe, que voilà, il y a Donald Trump qui parle et c'est tout. Est-ce qu'il y a... Je dirais un contre-discours dans les médias, voire dans le chef de votre parti, les démocrates. Surtout parce que les Américains voient comment le prix des choses commence à augmenter, et aussi avec Elon Musk, le milliardaire non élu, et avec son Dodge, le ministère de l'efficacité. Voilà. Il commence à détruire le pays institution par institution. Et du coup, le samedi dernier, il avait une manifestation
immense aux États-Unis et aussi en Europe, partout dans le monde. Il y avait environ 3 millions d'Américains qui se manifestaient à la rue contre Trump et Musk, justement pour montrer qu'ils sont contre les tarifs. Alors, quelque part, c'est bon pour vous, finalement, toute cette histoire de tarifs douaniers et les conséquences sur l'économie mondiale, ça vous arrange, entre guillemets, les adversaires de Donald Trump? Ça ne nous arrange pas parce que nous sommes américains et on croit que même si ça peut montrer que le choix correct, c'était à la partie démocrate, et que Donald Trump, c'est pas quelqu'un qui croit vraiment dans le principe d'aider le plus vulnérable aux États-Unis. On ne veut pas que le peuple souffre juste pour prouver Philippe de Sellier, politique. On voit qu'il y a un débat politique. On va venir dans un instant avec Bruno Wattenberg sur l'effet sur les bourses aussi. On voit qu'elles partent vers le bas. C'est quand même quelque chose qui inquiète le businessman que vous êtes. Vous vous dites ça crée les mauvaises conditions pour faire du business, que ce soit avec les États-Unis, voire ailleurs dans le monde. Ou encore une fois, vous dites non, on passera à travers tout ça parce que nous, les Belges, on produit, on l'a dit pour vous, du chocolat, les frites, les gaufres, des choses pour lesquelles les gens sont prêts à payer. Non, mais ça crée évidemment une ambiance terriblement dépressive pour tout le monde. Et on ne peut pas dire qu'on est à la première. Je veux dire, on a la guerre en Ukraine, on a eu le Covid. Enfin, ça fait 5 ans qu'on est dans une ambiance extrêmement difficile pour le business. Et on le voit. Et nous, dans notre secteur, il y a le cacao aussi. Le prix du cacao qui a fait x4 en quelques mois. Donc, évidemment, tout ça n'est pas positif et n'enthousiasme pas les gens à dépenser, à croire dans le futur. Et les gens sont stressés. Donc, ce n'est pas bon pour le business en général. Ce qui est important, et ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut faire attention au niveau de l'Europe de réagir de manière rationnelle et pas émotionnelle et mesurée. Parce qu'on peut faire beaucoup plus de mal que de bien. J'ai un exemple aujourd'hui. On a décidé de surtaxer les amandes californiennes, principalement. Les amandes viennent ou d'Espagne ou de Californie pour la plus grande partie. C'est très dangereux pour certains secteurs parce que on ne sait pas importer au même prix qu'avant des amandes californiennes, on va devoir acheter des amandes en Espagne, il n'y en aura pas assez, c'est une question d'offre et de demande, et puis les prix vont augmenter. Donc tout ce qui utilisera des amendes vont faire augmenter tous nos prix de revient et donc nos prix de vente consommateurs. Donc il faut trouver un équilibre pour montrer les dents, mais ne pas faire de bêtises. Alors, j'aurai l'avis de Bruno Wattenberg dans un instant sur les bourses, mais Yvan Verhoekstraat, est-ce qu'on écoute assez nos acteurs économiques dans la réaction de la Commission européenne, ou elle est en train de se décider au dernier étage du Berlaymont? C'est quand même souvent quelque chose qui est reproché à la Commission européenne, c'est de décider sur base d'avis d'experts et pas d'avis de terrain. Est-ce que là, on n'est pas en train de glisser sur la mauvaise pente? J'espère que surtout l'Europe décide sur base d'avis d'experts qui sont des vrais experts, contrairement à Donald Trump qui invente même ses propres experts. Donc je crois honnêtement que les décisions de la Commission à cet égard-là sont vraiment plutôt mesurées, plutôt intelligentes, et qu'il y a une volonté d'avoir une vision européenne sur ce sujet. Le vrai danger pour l'Europe, c'est que les pays européens se désunissent et qu'on ne soit pas capable que chacun joue sa petite carte ou qu'il y ait des pressions locales. La réalité, quand on est dans une négociation, c'est que c'est souvent le premier qui craque qui perd. Et vous craignez que qui craque ici? La Hongrie de Viktor Orban, par exemple? Voilà, et que quelque part, certains pays poussent l'Europe à craquer pour des intérêts particuliers qu'au global, l'Europe perd. Citez-moi des pays. Je pense que c'est clair. On sait que l'Italie est en train de jouer un rôle qui est un peu compliqué. On sait que la Hongrie joue cavalier seul à plusieurs niveaux. Donc, clairement, il faut aujourd'hui qu'on garde une Europe unie parce que c'est dans ce bras de fer-là. Et Donald Trump ne comprend que ça, le rapport de force. Et dans la négo, il faut être capable d'être serein pour tenir longtemps. Et Bruno Wattenberg, les bourses qui partent à la baisse, est-ce que c'était écrit quand vous avez entendu parler de la hausse des droits de douane? Vous le voyez venir? Et si oui, quelle est la suite? C'est prévisible à partir du moment où il y a des droits de douane et qu'il y a immédiatement une réplique et qu'on est dans un système de domino, automatiquement ça va impacter la rentabilité des entreprises, ça va impacter les dividendes, ça va impacter les fonds de pension, ça va impacter l'emploi. On est dans une stratégie à somme négative, tout le monde est en train de perdre. Donc en fait, ce qui s'est passé ou la lecture qu'on peut en avoir, c'est qu'il y avait un logiciel des bourses. Ça veut dire que les gens comprenaient plus ou moins comment ça fonctionnait, un logiciel avec des facteurs. Et bien maintenant, brutalement, il y a un facteur qui s'appelle démobilisation qui a été introduit dans l'équation et qui perturbe toute la lisibilité. Rapidement ou pas? Parce qu'on qui nous écoutent et qui se demandent si c'est le moment d'acheter. En fait. Je veux dire, elles ont un petit peu remonté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'a une visibilité sur ce qui va se passer précisément dans les 6 prochains mois, dans les 18 prochains mois. Et donc, on a difficile à préfigurer en fonction du modèle des entreprises et aussi de où est-ce qu'elles vendent, quel va être l'impact et en combien de temps certains vont pouvoir se retourner sur d'autres marchés. Donc, pour l'instant,
perte de lisibilité, les gens retirent leurs billes, donc personne n'investit non plus. Ça, c'est aussi mauvais pour l'emploi. Et donc, on est dans une situation qui est détestable. Stéphanie Quintao, on entendait le secteur du chocolat qui nous dit, nous, on garde nos stratégies et nos ambitions, on va dire, pour les États-Unis. La marque Belgique, tout petit pays, mais quand même, grand par ses chocolats, ses bières, ses frites. Est-ce que ça, vous, avec les contacts, les gens, vos familles, vos proches aux États-Unis, vous dites ça va continuer, ça reste encore quelque chose d'attrayant? Ou bien cette idée aussi du Made in USA peut primer? Est-ce que ça ne peut pas fonctionner, et notamment auprès de ces Américains peut-être moins fortunés qui sont aussi une partie de votre électorat, Oui, on pense qu'aussi Trump, il a fait ça parce que c'est des promesses irréalistes sur le retour de l'industrie aux États-Unis. Avant, il y avait beaucoup des usines qui faisaient des produits, comme vous dites, made in America. Mais je le dis avec un moins bon accent, ça j'assume. Ça fait partie du charme. Mais pour construire les usines, pour trouver les travailleurs, pour créer une production, ça prend des années. Et l'administration Biden était déjà en train de faire ça, de créer un marché plus attractif pour générer une industrie aux États-Unis. Avec l'ARM. Exact. Mais le problème avec ça, c'est que ça prend un peu de temps. Mais Trump, quand il fait ça, c'est une fausse promesse. Et aussi, plein des usines aussi sont faites avec les machines. Donc, c'est pas une stratégie qui, nous, comme en tant que démocrates, trouvent que c'est effectif ni bien pour les Américains. L'argument de la réindustrialisation, il est bon, il n'est pas critiquable en tant que tel. Par contre, la capacité à pouvoir très rapidement rapatrier de la production aux États-Unis, on prend l'iPhone pour l'instant où il y a déjà une partie de la production d'iPhone chez Foxconn qui a été délocalisée en Inde. Et des paquebots qui sont en train de ramener... Oui, tout à fait. Mais donc le Made in America, il n'est pas très très répandu. L'Amérique comme le Royaume-Uni et l'Europe, c'est désindustrialisé. Si vous prenez juste les grandes marques américaines comme par exemple Nike, ne prenons que celle-là, il n'y a quasiment rien qui est fabriqué aux États-Unis. Donc ces marques-là qui sont considérées comme américaines, elles vont s'apprécier, ça veut dire qu'elles vont coûter beaucoup plus cher pour les Américains. Et trouver les capitaux, trouver les compétences, trouver la volonté de pouvoir recréer une industrie dans une telle instabilité politique, c'est extrêmement dangereux. Donc je ne vois pas beaucoup d'investisseurs commencer à réinstaller des industries aux États-Unis. Et ça, c'était quelque chose que Biden, il a essayé de faire avec Kamala Harris. Et Kamala Harris, elle a expliqué pendant sa campagne aussi de présidentielle comment elle ferait ça. Elle avait un point. Un vrai plan. Oui, un plan, point par point. Mais c'est du long terme. Oui, ça commence par l'éducation, la formation de base. Est-ce que certains investisseurs pourraient à un moment donné être apeurés, plus en mesure de vendre leurs produits aux États-Unis et finalement chercher d'autres marchés, voire les Européens? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas voir arriver des produits, de nouveaux produits? Oui, mais voilà, qui ne disaient pas. Je pense qu'il y a plusieurs vrais dangers dans cette histoire. C'est que, évidemment, les frontières se ferment, entre autres pour les Chinois, il faut appeler un chat, c'est qu'il y a des surcapacités qui sont réelles, qui sont sous forme de dumping, avec des aides d'État qui sont très importantes, qui risquent d'arriver avec des coûts et des prix qui risquent de casser notre industrie ici. Donc non seulement il faut réagir par rapport aux États-Unis, mais il faut évidemment se prémunir par rapport à une arrivée massive de produits à prix en dessous de notre prix de revient et qui pourraient casser des filières. Et on sait que casser une filière, ça va très vite. La reconstruire, ça met des années et c'est du long terme. Et donc je pense qu'il va falloir être très attentif dans ce mouvement. Et c'est un mouvement de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour quelques semaines. Quoi qu'il arrive, je pense que la manière dont la globalisation sera construite demain, peut-être pour un mieux à long terme, elle sera différente d'hier. Et attention, dans la négociation, tout est transactionnel avec Donald Trump. Certains disent qu'il est en fait en train d'anticiper l'étape suivante, parce qu'il ne tiendra pas avec cet tarif, selon moi, mais d'essayer de nous vendre de la dette américaine, sachant que les Américains... Et de la dette américaine, parce qu'ils doivent refinancer plusieurs milliers de milliards de dettes cette année-ci. S'ils nous la financent avec très long terme, avec un taux bas, et que derrière, ils dévaluent où il y a de l'inflation supplémentaire, on aura acheté quelque chose 100 qui vaudra 80 demain. Et ça pourrait être un piège dans lequel on pourrait tomber facilement parce que c'est moins visible, moins peut-être. Voilà, mais c'est moins compréhensible pour les citoyens. Mais en fait, c'est vraiment se dire l'argent européen, on va acheter de la dette à 100 qui vaut 80 demain et on va payer nous la dette américaine. Parce que les Américains, ils font beaucoup les malins, mais la réalité, c'est que la situation économique aux États-Unis, elle n'est pas si fabuleuse que ça. Et donc, il faut faire attention dans cette trade-off, ce besoin de refinancement de capitaux, qu'on ne se fasse pas avoir in fine, ça serait très grave. Alors, j'ai une question pour le chef d'entreprise. Il y a la question des droits de douane. On a aussi vu certaines entreprises à qui on a demandé de retirer des références à la diversité dans leur programme interne, etc. Est-ce que ça, c'est pas peut-être plus tentant
de s'adapter pour les entreprises et d'accepter finalement les American values ou les valeurs de Donald Trump pour pouvoir garder le marché. Et puis après, on verra ce qu'en pense l'économiste et le député européen. Mais est-ce que là, il n'y a pas aussi une petite pression sur le marché? Alors, les choses doivent être très claires. Je ne peux pas parler au nom de toutes les entreprises. Oui. Moi, je suis un homme de principe et de valeurs. Oui. Et dans ma société, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, personne ne m'imposera des valeurs qui ne sont pas les miennes. Personne. Je préfère ne pas faire de business que de faire du business qui n'est pas en ligne avec mes valeurs. Mais si Donald Trump dit vous ne pouvez plus vendre Léonidas, vous perdrez 1% de vos ventes? Tant pis, parce que je ne respecterai mes valeurs et je pense que c'est très consistant. Et sur du long terme, de nouveau, le danger, on en parlait il y a 2 minutes, c'est pas simplement aujourd'hui. Le danger aujourd'hui pour les États-Unis, c'est que Trump passe pour quelqu'un d'un peu instable. Et que donc, les sociétés ont besoin de stabilité, ont besoin de visibilité. Un bon exemple pour Léonidas, Léonidas a eu 7 CEO en 15 ans entre 2002 et 2017, d'accord ? Depuis 2004, ils ont dans les cartons de construire une nouvelle usine. On ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas de stabilité au niveau du management. Le conseil d'administration et le management ne s'entendaient pas. Et donc voilà, depuis 2017, je suis là, ça fait 8 ans, on a eu de bons résultats, mais surtout il y a une stabilité. Et on est sorti ces cartons et on est en train de construire une usine à Nivelles de 85 millions d'euros d'investissement. C'est ça la visibilité. Et c'est ça ce que les sociétés ont besoin. De la stabilité. Évidemment. Et c'est ce qu'il n'y a plus avec Est-ce que ce n'est pas aussi à un moment donné quelque chose qui va impacter notre marché, cette idée que finalement vous pouvez accéder à notre marché, mais vous respectez certaines consignes non économiques? Alors Trump a déjà perdu cette guerre-là parce qu'aujourd'hui toutes les entreprises, tous les chercheurs démontrent... Pas chez GSK par exemple. Alors, mais qu'est-ce qui va changer chez DSK concrètement? On a juste enlevé 2 éléments dans une communication, mais ça ne va pas changer intrinsèquement la conviction qu'a GSK, qu'elle doit favoriser la diversité, l'inclusion, parce que simplement on gère mieux une entreprise avec cette diversité. Toutes les études le démontrent, il n'y a pas de débat qui peut y avoir lieu au plus haut niveau d'une entreprise aujourd'hui et au niveau académique sur le bénéfice de cette diversité. Donc ça veut dire que les entreprises vont s'adapter à la marge dans leur communication, mais elles vont continuer à appliquer. Donc ça, c'est un combat pour moi de Trump, qui est un combat dogmatique, et tous les combats dogmatiques méritent d'être perdus. On a le temps de se pencher là-dessus à l'échelle politique. Ça doit être, c'est juste du symbolique ou bien c'est aussi défendre nos Mais ça valeurs. Démontre la dérive totalitaire dans laquelle on est. Mais qu'est-ce qu'on doit donner comme consigne à nos entreprises? Parce qu'on pourrait les sanctionner aussi. Si en tout cas, les entreprises, comme le disait Bruno, les entreprises vont garder leur liberté de penser, comme le chantait l'autre. Et je pense que c'est pas à Donald Trump de dire aux entreprises, c'est les privés, les entreprises ont la possibilité de décider. Mais nous, les Européens, on dit parfois on ne veut pas, je sais pas moi, des produits fabriqués par des enfants, on a interdit. C'est très différent. C'est très différent. À partir du moment où on a des législations qui sont basées sur des valeurs et qu'on en fait appliquer sur notre territoire, c'est notre problème. Mais si Donald Trump veut commencer à lui imposer une culture différente ici, c'est juste pas d'application. On a la loi elle doit être respectée, puis on a les valeurs que les entreprises veulent se mettre pour se gérer correctement. C'est pas aux politiques de commencer à dire comment les entreprises doivent penser et comment est-ce qu'elles doivent agir. Je vous pose cette question, Stéphanie Quintao, parce que finalement, vous êtes un peu notre retour des États-Unis dans cette émission. Et est-ce que justement cette idée que les Européens sont très attachés à leurs valeurs, ça passe comment? Est-ce que c'est présent dans le débat politique aux États-Unis? Est-ce que ce serait pas un peu le petit frère qui se rebelle contre le grand frère en disant « Et maintenant, je suis grand » Peut-être, mais moi je suis en tout cas content d'entendre que votre valeur reste firme, parce que Donald Trump il essaie d'imposer ses valeurs chez nous, les Américains. Et cette idée de petit frère rébellion, en tout cas, nous sommes des alliés. Il faut garder cet esprit des alliés. Et pour les Américains, on voit les Européens comme des frères et pas comme des ennemis. Et donc, c'est vraiment... Ça ne transpire pas du discours de Donald Trump. Il dit que l'Union européenne a été créée pour les emmerder. Exact. Parce qu'il préférait travailler avec des pays. Ça l'embarrasse énormément qu'il y ait un bloc européen. Et aussi, il n'a aucun sens parce que même sa mère est écossaise d'origine, et du coup, et sa femme est européenne aussi. Donc, c'est vraiment des discours que, même pour nous, on pense que c'est pour créer une fissure entre les relations et pour déstabiliser notre pays. Et comme ça, il peut mieux faire comme il veut. Bon, il nous reste 2 minutes 30 dans ce débat, et donc je vais vous demander très brièvement d'exposer chacun une mesure que vous attendez urgemment. Jingle. Yvan Verhoekstraat, qu'est-ce que l'Union, que ce soit à l'échelle de la Commission ou du Conseil, doit absolument faire dans les jours, les semaines à venir? Je pense que s'il y a un point sur lequel on travaille, c'est sur notre autonomie stratégique en matière énergétique. L'énergie, c'est la base de tout. La guerre, elle se fait d'abord dans l'histoire en établissant des sièges.
On établissait un siège, on privait un village d'eau et d'alimentation. Si demain, il y a un siège énergétique qui se passe dans notre pays, on ne fabrique plus de pralines, on ne fabrique plus rien, il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de PC, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, notre continent est dépendant d'un point de vue compétitivité, d'un point de vue défense, d'un point de vue transition climatique, de la capacité d'avoir notre propre énergie qui, by the way, pourrait être une énergie propre au sens renouvelable ou clean, énergie atomique du terme. Mais donc vraiment qu'on investisse dans nos infrastructures pour gagner notre indépendance et alors on pourra parler d'égal à égal. Et alors, pour on l'instant, pourra on n'est pas négocier d'égal à correctement. égal avec Non, les le problème, c'est États-Unis. quand vous avez besoin d'apporter pour 400 milliards d'euros chaque année d'énergie fossile, bah vous êtes déjà vous partez avec un bon gros handicap. Bruno Rothenberg. Premièrement, une satisfaction de voir comment l'Europe réagit. Laissons les Chinois se battre avec les Américains pour l'instant et nous restons dans la nuance. Et alors, la solution, pour moi, ou en tout cas une des mesures, c'est « It's the economy, stupid ». Arrêtons d'être naïfs. Nous ne pouvons, dans cette nouvelle mondialisation, ce nouveau logiciel de mondialisation, on ne peut s'en sortir que si on est bon au niveau économique. Et l'économie a toujours été mise sur le côté. On a parlé de beaucoup de choses, plein de priorités ces dernières années. It's the economy, stupid. Si maintenant on ne comprend pas que c'est de l'économie dont il faut se soucier, d'avoir une bonne économie et que tout le reste va découler de cela, la manière de contrer le vieillissement de la population, l'environnement, la transition, mais c'est ça. Reparlons d'économie, s'il vous plaît. Sans énergie, pas d'économie. Stéphanie Quintao, vous attendez quoi, vous une mesure peut-être, que ce soit de l'Union où vous vivez ou des États-Unis d'où vous venez? On estime qu'il y a 20 000 Américains qui résident en Belgique. Et donc, j'aimerais bien que les Américains votent, parce qu'en 2025, en 2026, en fait, il y a des élections mi-terme. Et donc, c'est l'opportunité pour les Américains qui habitent en Belgique, en Europe, pour faire leur choix. On verra ça et on les suivra sans doute. Philippe de Sélier, en 20 secondes, une mesure que vous, chef d'entreprise, vous attendez ou que vous voulez mettre en place, vous, pour votre entreprise, dans le contexte actuel? Plus largement, je pense que c'est une opportunité. La folie de Trump nous met face à nos responsabilités en tant qu'Européens et on doit reprendre notre destin entre nos mains et c'est probablement une opportunité sur du moyen terme. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. On se retrouvera la semaine prochaine, un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.